thème du risque qui est le vôtre est un thème majeur des sciences sociales, mais aussi des sciences médicales, des sciences environnementales, et d'une manière générale, un thème de l'évolution des sociétés qui aujourd'hui est devenu un thème commun, très très débattu, en raison notamment d'une chaîne sémantique, c'est risque, catastrophe, désastre. Il y a une autre chaîne sémantique qui est attachée par exemple à la fonction de l'entrepreneur. Aujourd'hui, à tout moment, nous entendons parler aussi des start-upers, de l'innovation, de la recherche comme une valeur clé. Et donc, nous avons deux chaînes sémantiques très opposées. Et voilà une des manières de comprendre pourquoi ce thème du risque doit être pris sous ces deux faces, ces deux versants, positifs et négatifs, mais aussi individuel et collectif, mais aussi qu'est-ce qui est de ma responsabilité et qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité, mais aussi comment s'assurer contre le risque et comment ne pas infliger à autrui le risque dont je dois prendre la charge et dont je dois être responsable. Voilà des thèmes qui ont à la fois une actualité brûlante, mais aussi une très grande ancienneté dans l'histoire des sciences sociales. Si je pense par exemple au débat qui a eu lieu au XVIIIe siècle à propos du thème de perfectionnement des civilisations et de l'homme comme un être perfectible, ça remonte même beaucoup plus tôt à la philosophie ancienne, un des points clés qui figure textuellement chez Condorcet ou chez Rousseau, c'est l'ambivalence du progrès. Et donc nous n'avons pas attendu aujourd'hui le thème de la contradiction des sociétés et du progrès pour penser à ces problèmes-là. D'un côté, nous voyons bien que la civilisation est porteuse d'amélioration du bien-être, de connaissances, de relations sociales, de démocratie. Toutes ces dimensions-là sont absolument essentielles. Et de l'autre, nous voyons aussi qu'elle engendre un certain nombre de dégâts, d'inégalités et de risques majeurs qui, peu à peu, doivent être contrôlés jusqu'au point où ils ne deviennent pas irréversibles. C'est un des grands enjeux majeurs. Et le thème du perfectionnement des civilisations figurait d'emblée dans l'agenda de la recherche au XVIIIe siècle, et Durkheim l'a repris textuellement de manière extraordinairement suggestive en indiquant que la fonction clé de la prise de risque et du perfectionnement individuel, c'est l'imagination. L'imagination, c'est par définition la capacité qui nous projette dans le futur. Et le futur est à la fois ce que nous cherchons à probabiliser, ce serait un des grands thèmes du risque, ce qui est en même temps incertain, et donc nous nous mouvons dans l'incertain pour essayer de le contrôler et de le produire en même temps. Donc nous devons être des producteur d'action, et en tant que tel, comme le dirait Erving Goffman, l'action c'est la prise de risque, parce que tout ne peut pas être contrôlé et ne peut pas être probabilisé intégralement. Et par ailleurs, l'imagination c'est l'excès. Et l'excès a une figure majeure dans nos civilisations et dans le progrès des civilisations, c'est le caractère prométhéen de l'individu et des sociétés, c'est-à-dire aller toujours plus loin. Mais jusqu'où ? Et est-ce que nous pouvons limiter cette pulsion ou cette volonté d'aller plus loin dans la recherche, d'aller plus loin dans l'innovation, d'aller plus loin dans les défis que nous nous adressons à nous-mêmes. Un sport extrême, c'est une manière de se défier soi-même et de se lancer dans des activités risquées jusqu'au point où on inflige des coups non seulement à soi, mais à la collectivité si on est secouru par quelqu'un ou une équipe qui viendra vous prendre en charge dans la montagne parce que vous avez pris des risques inconsidérés. Aller plus loin, c'est aussi éventuellement infliger des dégâts irréparables parce que la logique de composition des activités individuelles peut engendrer des effets dits pervers ou des effets indésirables collectifs, comme nous le voyons typiquement aujourd'hui avec les problèmes environnementaux. C'est typiquement une question de composition des actions individuelles, non seulement des actions des individus, mais des actions des groupes et même des sociétés. Il y a des sociétés qui veulent être en développement, qui restent sur cette trajectoire de perfectionnement civilisateur, mais aussi de perfectionnement et de développement de leur société, de leur économie, les sociétés ou les économies dites en voie de développement, et qui cherchent en quelque sorte à reculer ce mur prométhéen au maximum pour avancer et pour atteindre ce niveau de bien-être que nous avons d'une certaine manière déjà atteint, que nous voudrions sécuriser. Et il y a des sociétés qui sont, celles-là précisément dont je viens de parler, qui ont atteint ce niveau de bien-être et qui maintenant s'aperçoivent que ce bien-être, il a un coût.
et ce progrès dans le bien-être, il est de plus en plus multidimensionnel et la composante du risque est absolument omniprésente. Voilà une brève introduction à ce thème du risque que vous traitez dans vos journées. Et c'est une manière en quelque sorte, relier ensemble des dimensions individuelles et collectives et de souligner aussi que c'est une question qui appartient à l'ensemble des sciences sociales et au-delà, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'économie, à la démographie. Est-ce que la population est un risque, comme le disait Malthus, la surpopulation, ou est-ce que c'est un gain, une richesse? Voilà une question évidemment essentielle pour les démographes et pour les économistes, et probablement aussi pour les sociologues. Et puis ça déborde de là, vers l'épidémiologie, vers toute la science statistique de la mesure du risque et de la mesure des probabilités. Et ça s'applique à une grande variété de domaines. Alors si nous prenons l'habit du sociologue, ce que je suis, je voudrais dire que ce thème du risque a modifié considérablement ma façon de faire de la sociologie. J'ai écrit en 1986, j'ai publié un article dans l'année sociologique qui s'intitule « Risque et incertitude de la vie d'artiste ». Et j'ai introduit cette catégorie de risque et celle d'incertitude qui sont profondément liées parce que je voulais introduire une dimension de variabilité dans l'action et de variabilité dans l'issue de l'action. Et pour les artistes, la question est absolument essentielle. Elle est double. Est-ce que dans l'activité que je mène, qui est une activité par essence non routinière, une activité créatrice est une activité non routinière, donc qui n'est pas assurée de réussir intrinsèquement, est-ce que la catégorie de risque me permet d'avancer dans la compréhension de l'action? Et l'autre point, c'est évidemment les effets de composition d'une telle activité, puisque les individus s'engagent dans une activité non routinière pour laquelle il ne suffit pas d'avoir des compétences initiales délivrées par une formation initiale, mais il faut se former continuellement. Est-ce que cette notion de risque me permet de comprendre pourquoi tant d'individus s'engagent dans des activités dont le résultat en termes de chances de succès et de chances de gagner sa vie par son activité, est-ce que cette catégorie de risque me permet non seulement d'analyser le plan micro, mais aussi le plan macro-sociologique. Et c'est comme ça que j'ai relié les deux. On peut analyser l'action et le travail en des termes qui sont d'ailleurs ceux de la grande sociologie de l'école de Chicago des années 60 et des années 50. J'invite mes collègues qui écouteront ma petite présentation à se référer par exemple à des articles magnifiques de Everett Hughes ou bien de Erving Goffman. Il y a dans la présentation de soi d'Erving Goffman un chapitre sensationnel sur l'action et qui concerne typiquement la question du risque. Et chez Everett Hughes, l'idée est typiquement là où il y a de la variabilité dans l'action, où tout n'est pas inscrit au départ et programmable, en quelque sorte grâce à une maîtrise de la compétence de la situation, il y a une situation de risque. Et le risque, c'est par exemple le risque de l'erreur ou le risque de ne pas atteindre l'objectif ou le public, par exemple pour un artiste auquel on voudrait s'adresser et qu'on voudrait convaincre de ses qualités et de son talent. Donc c'est les articles et le livre Social Drama of Work de Everett Hughes est extraordinaire parce qu'il est une manière probabiliste mais qualitative d'analyser des situations de variabilité dans l'action. Et vous retrouvez ce thème aujourd'hui de manière spectaculaire dans tout ce qui est le débat sur l'automation et la robotisation. Est-ce que ça va avoir un effet d'éviction sur les emplois ? Évidemment, plus les emplois sont non routiniers, moins ils vont être colonisés immédiatement par des robots. Mais plus ils sont variables, et donc moins ils sont routiniers, plus évidemment le risque d'erreur ou le risque d'échouer dans l'action est grand. Et donc, c'est toujours le même problème, et je le cernais à ce moment-là déjà, et je l'ai exploré depuis. L'action variable est plus gratifiante, parce qu'elle a un contenu d'apprentissage plus élevé, mais elle contient un risque d'échec et un risque d'insuccès plus élevé aussi. On ne peut pas séparer les deux. On séparerait les deux si on avait une abondance illimitée des ressources. C'était le rêve de Marx. Marx disait « tout le monde peut s'épanouir dans les activités créatives, il n'y a aucune espèce de rivalité ni de compétition à aucun titre, si tout le monde est également talentueux et si les ressources sont super abondantes. » Ce qui n'arrive pas, malheureusement, et on le sait aujourd'hui plus que jamais. Donc, si on n'est pas dans ce monde-là, évidemment, on est dans un monde où il y a des arbitrages à faire sans arrêt.
Mais ça, c'est un premier niveau d'analyse. Le deuxième niveau d'analyse, c'est de dire si les individus s'engagent dans des activités dans lesquelles ils découvrent progressivement et en prenant leurs risques, s'ils sont faits pour ces activités et s'ils ont des chances d'y réussir, et en choisissant aussi leur groupe de référence par rapport auquel ils vont se mesurer. Tout le monde ne voudra pas se mesurer à un prix Nobel de littérature ou un prix Nobel de physique. On pourra choisir un groupe de référence qui est plus compatible avec ses propres ambitions, qu'on aura appris à d'abord construire, puis réviser progressivement au cours du développement de son activité. Si on peut s'engager dans ces activités, c'est que donc on n'a pas une idée initiale très précise de ce qu'elles sont, mais qu'on prend son risque et qu'ensuite on doit apprendre à le gérer, ce risque. Et c'est là qu'on s'introduit dans un autre monde de raisonnement qui est celui de comment se couvre-t-on du risque, par exemple dans le travail et dans l'emploi. Et s'agissant de professions comme les professions artistiques, c'est un très beau laboratoire parce que la multi-activité est typiquement une technique de couverture du risque. J'ai une activité assez certaine, par exemple salariée, qui me procure un flux de revenus constant, et j'ai une activité beaucoup plus incertaine, créatrice. Je suis auteur, je suis photographe, je suis compositeur. Celle-là, elle est exposée à toutes sortes d'aléas et de chances de succès imparfaits ou imparfaitement contrôlables. Et donc, si je combine bien les deux activités, comme c'est de routine aujourd'hui dans ces métiers-là, c'est très fréquent, et les professionnels le savent eux-mêmes extraordinairement bien, ils peuvent même le combiner de manière beaucoup plus fine dans les tâches qu'ils acceptent. Une tâche que je vais accepter qui est très rémunératrice une journée, mais qui ne m'apprendra pas grand-chose, je peux la mettre en arbitrage avec le lendemain une tâche qui est moins rémunératrice, mais beaucoup plus riche en apprentissage. Et j'ai entendu ça de la part de ces professionnels, et c'était un plaisir considérable, parce qu'ils avaient un modèle spontané ou presque peut-être pas tout à fait spontané, parce qu'ils avaient appris, dans un monde où la sélection est très violente, ils avaient appris progressivement à construire des systèmes d'action qui combinent les deux faces, la phase de prise de risque et la phase de gestion du risque. Voilà une manière typique d'agir pour se déplacer sur plusieurs plans simultanément avec le même vocabulaire, un vocabulaire de microsociologie qui est comment se comporte une activité qui est intrinsèquement risqué au sens où la chance de parvenir à un but, et un but qui est une résonance auprès d'un public, est une activité incertaine, et comment par effet de composition ces comportements-là engendrent des demandes d'assurance et d'auto-assurance qui peuvent être étudiées en tant que telles. Voilà une manière, je trouve, stimulante de se servir de cette catégorie de risque et de la faire travailler à plusieurs plans. Je l'ai appliqué aussi, pour rester dans l'exemple et pour ne pas ennuyer des collègues avec des questions trop générales, je l'ai appliqué par exemple à l'analyse de ce qu'on appelle les multitâches. Un métier, une activité, et celle de ceux à qui je m'adresse et de celles et ceux à qui je m'adresse est exactement de cet ordre-là. Et dans la mienne même, j'ai une activité d'enseignement et j'ai une activité de recherche. L'activité d'enseignement, elle a des propriétés de valeur sociale certaines et de valeur d'accomplissement de la performance d'enseignement qui sont assez certaines, au sens où on sait qu'il y a peut-être parfois des enseignants qui ne sont pas aussi extraordinaires qu'on l'aimerait, et d'autres enseignants qui sont absolument sensationnels, mais pour l'essentiel, et je m'inclus dans le lot, nous sommes des enseignants qui savons à peu près maîtriser l'activité. Et donc c'est une courbe gaussienne. En revanche, dans la recherche, l'équation est totalement différente. La recherche, c'est une activité risquée au sens statistique du terme. Toute la bibliométrie nous apprend, quoi qu'on puisse penser de la bibliométrie, c'est un indicateur, mais c'est un résultat constant et très bien établi. 20% des chercheurs produisent 80% de la masse des publications et obtiennent 90% des citations, autrement dit de l'audience de leur travail. Donc, évidemment, si on s'engage dans une telle activité, si on s'y engage uniquement par son risque, les chances d'un succès sont assez élevées. Alors vous me direz, mais si j'ai un poste permanent de chercheur, est-ce que ça va me suffire à me couvrir du risque? Là, vous ne prenez que la dimension monétaire. Il y a une dimension non monétaire dans l'activité. Des activités où on prend des risques sont des activités qui sont plus gratifiantes et où on recherche ce type de gratification, d'autonomie, mais aussi de reconnaissance. On est dans des activités qui vous permettent, notamment la recherche, de signer votre acte de travail. Et la création est de ce même ordre-là. Signer son acte de travail, c'est une propriété extraordinairement rare. Et en même temps,
il faut prendre ses risques, parce qu'il faut l'assumer intégralement. On prend ses responsabilités. Et donc, s'engager dans de telles activités, c'est évidemment savoir contrôler ce niveau de risque et savoir se relancer sans arrêt aussi. Dans une activité de chercheur, on n'atteint pas à un moment donné un état stable, on se relance sans arrêt. Sinon, l'activité de recherche n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle doit être en permanence relancée, relancée, relancée. Sinon, vous gérez progressivement un petit territoire dont vous êtes le rentier et vous devenez rentier d'une innovation trop tôt et ça n'a plus beaucoup d'intérêt ni pour vous, ni pour ceux qui vous emploient ou pour votre communauté. Et donc, mais pour assumer ce risque-là, y compris dans ses caractères dynamiques, il faut l'équilibrer avec des activités plus certaines. Personne ne peut réinventer du jour au lendemain sans arrêt son activité. Il faut des sécurités. Et une manière donc de traiter la question du risque et de la gestion des risques, c'est précisément d'explorer ces deux tâches très différentes entre elles, que sont des activités à profil gaussien et des activités à profil paressien.